Je suis Vegeta! 俺が本物の渦巻きナルトだってばよ。これはモンキー D ルフィよろしく。私はエルです。Ohayo les Nakama, et bienvenue sur ce podcast. Que tu maîtrises le Reiton, le Haki des Rois, le Souffle du Soleil, l'Ultra Instinct ou encore l'Alchimie sans cercle de transmutation, tu as ta place ici. D'ailleurs, même si tu portes le Sodorochimaru ou le Kama, je veux bien de toi. Je m'appelle Ségolène, Ségo pour les intimes, passionnée de manga depuis pas si longtemps que ça, et j'essaye tous les vendredis de te parler de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, de ce qui m'a plu ou de ce qui m'a déçu, mais toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Bonne écoute! Il y a 2 semaines, dans mon épisode, je vous parlais de ma wishlist pour ce début d'année 2022, ma pile à lire désirée, ma liste d'envie, vous appelez ça comme vous voulez, dans lesquelles je vais vous présenter les mangas qui me faisaient envie pour ce début d'année 2022. Évidemment, entre-temps, plein d'autres titres se sont rajoutés à cette pile à lire, et je n'ai absolument pas respecté ma première résolution, qui était de ne pas suivre trop de séries en même temps, et d'essayer d'avancer sur les mangas que j'ai déjà, avant d'en acheter d'autres. Donc ça, on est le 21 janvier, j'ai déjà lamentablement échoué. Du coup, plutôt que de vous faire des épisodes nouveautés comme je le faisais avant, j'ai décidé de vous faire plutôt des épisodes update. Update, pour ceux qui ne le savent pas, très simplement en anglais, ça veut dire mise à jour, point, actualisation, bilan, bref, en gros, une mise à jour de ce que je lis, de là où j'en suis, et c'est beaucoup plus classe de le dire en anglais en fait, tout simplement. Voilà, donc un petit update pour vous expliquer un petit peu où j'en suis dans mes lectures, éventuellement vous parler des nouveaux titres qui se sont ajoutés à ma pile à lire, et partager tout ça avec vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce que j'ai eu le temps de lire depuis ce début d'année, et malheureusement, j'aurais bien aimé en lire beaucoup plus, mais je n'ai pas eu le temps suffisamment de lire à mon aise. Et on va commencer par les déceptions, puisque autant commencer par ce qu'il y a de négatif pour finir sur le positif. Évidemment, comme toute personne qui se respecte, il y a des choses que j'ai moins appréciées que d'autres, et on va en parler tout de suite. Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto aux éditions Kazé. Et oui, Chainsaw Man, je vous en avais parlé dans mon épisode justement pile à lire en vous disant que j'allais redonner une chance à ce manga puisque on m'avait rabattu les oreilles, je sais même plus comment on dit, en me disant que ce manga était génial, qu'il fallait que je lui laisse une chance, blablabli, blablabla. Bref, je m'étais engagée à le faire, donc je l'ai fait et j'ai effectivement lu le tome 3 et le tome 4. Et malheureusement, je n'accroche vraiment pas du tout à cette histoire. Je trouve que c'est beaucoup trop what the fuck. Je trouve que l'histoire n'a pas de sens, qu'il n'y a pas de vrai fil conducteur dans l'histoire. Mis à part le fameux démon flingue, je trouve que Denji, il est complètement con. Enfin, désolé de le dire, mais vraiment, c'est un mec qui est idiot. Il est pas du tout attachant. Et en fait, je trouve que dans Chainsaw Man, aucun personnage n'est attachant. Encore une fois, cela n'engage que moi. On a Makima qui a l'air d'être une nana hyper puissante, mais qui est hyper relou avec son côté je suis mystérieuse, je pèse dans le game, mais vous savez pas grand chose sur moi. En plus de tout ça, j'ai été clairement traumatisée par cette fameuse scène de vomi. Alors je n'en dis pas plus, ceux qui ont lu le manga comprendront très bien de quoi je parle, et ceux qui ne l'ont pas encore lu, et bah les gars, accrochez-vous, parce que j'ai rarement été aussi écœurée juste en lisant un manga. Donc voilà. En ce qui concerne le dessin, je n'aime pas spécialement ce dessin-là. Comme je l'avais dit sur Instagram, j'ai l'impression qu'en fait l'auteur garde toute son encre pour les scènes de baston. Alors les scènes de baston sont ouf, là-dessus y a rien à dire, elles sont vraiment exceptionnellement bien travaillées. Même si moi c'est pas quelque chose qui me parle particulièrement. Et le reste de l'histoire, en fait, je trouve que les cases sont vides, que ça manque un petit peu d'âme, et quand c'est pas des décors, en fait, il y a pas grand chose. Donc vraiment, j'accroche pas particulièrement au style de dessin. Et donc je confirme en fait mon avis que j'avais donné sur le fameux épisode ces mangas que je ne continuerai probablement pas. Et pour moi, Chainsaw Man, c'est terminé. Donc j'arrête de faire les frais, j'accroche pas, ça ne me plaît pas. Je verrai si je donne une chance à l'anime quand il sortira, mais en tout cas, ce n'est pas un manga qui était fait pour moi. Voilà, tout simplement. Rent a Girlfriend. C'est une petite dédicace à mon ami Max de PCF Manga qui se moque de moi quand je dis les titres en anglais. De Reiji Miyajima chez Noévé Graphics et j'ai lu le tome 1. J'avais entendu beaucoup de bien de ce manga, notamment de la part de Max de PCF qui en avait parlé dans ses recommandations dans son dernier épisode de PCF Manga. Allez l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et j'avais trouvé l'idée hyper marrante. Mais il faut croire que la noob manga que je suis devient de plus en plus difficile, / exigeante, parce que je n'ai pas accroché à ce titre non plus. Bizarrement, j'ai pas trop aimé le style de dessin. Je trouve que le concept il est plutôt drôle, il est plutôt réaliste. Surtout que les japonais sont quand même des gens qui sont réputés pour nous faire des choses complètement what the fuck. Mais je sais pas,
je n'adhère pas du tout à la manière dont c'est amené. Je trouve que c'est un petit peu lourd, un peu comme Denji en fait dans Chainsaw Man. Je trouve que le personnage principal, il est, c'est un mec quoi, il est obsédé, il fantasme sur son ex tous les jours, 10 fois par jour. Du coup, il est obligé de se soulager parce que ça l'excite trop de penser à elle alors qu'il l'a jamais touché de sa vie et qu'il est toujours puceau. Donc au final, c'est marrant la première fois, mais quand ça revient 10 fois dans l'histoire, au bout d'un moment, ça devient un petit peu lourd. J'ai pas trop accroché au personnage, j'ai pas trop accroché à l'histoire de ce qui va concerner les running gags dans cette histoire. Et dans le premier tome, en fait, on a un peu l'impression que la même action tourne en boucle et qu'on voit toujours la même scène de il va voir sa grand-mère, il appelle la nana, etc., etc. Et ça revient toujours en boucle. Ils se disent qu'ils se voient plus, finalement ils se revoient. Enfin, ça tourne un petit peu en rond. Donc je n'ai pas été convaincue par cette histoire. J'ai pas trop aimé les dessins non plus. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter. Je ne pense pas continuer. Je tenterai peut-être le tome 2, mais vraiment c'est si j'ai le temps et après avoir lu tout le reste des choses que j'ai à lire, parce que je suis vraiment pas spécialement convaincue. Et maintenant, on va passer aux choses positives et aux choses que j'ai aimées, parce que c'est quand même vachement plus sympa de parler des choses qui nous ont plu. Super! All You Need Is Kill de Takeshi Obata au dessin, vous connaissez tous ma passion pour ce dessinateur, et au scénario, on est avec Ryosuke Takeuchi. C'est un light novel de 2 tomes et il est publié chez Kazé. Donc, je l'avais annoncé dans ma wishlist pour cette année 2022, et j'ai fini cette light novel, que j'ai lu vraiment d'une traite très rapidement. Je suis évidemment toujours aussi conquise par les dessins d'Obata, qui vraiment pour moi est le king du game. Et finalement, il n'y a qu'un seul auteur que je place au-dessus de lui niveau appréciation et je vais vous en parler juste après. Mais vraiment, c'était mes premiers pas dans le monde de la science-fiction en manga et plus ou moins en fait dans la science-fiction de manière générale, parce que c'est vrai que c'est un domaine que je connais pas du tout et je suis complètement étrangère, en fait j'y connais rien. Donc spontanément, je ne m'oriente pas du tout vers ce type de lecture là, puisque je n'y connais absolument rien. Et pour le coup, écoutez, ça m'a vachement plu, j'ai beaucoup apprécié l'histoire. Je trouve que limite on regrette un petit peu qu'il n'y ait pas un 3e voire un 4e tome parce que l'histoire va vraiment très vite, mais c'est hyper réussi, ça m'a donné envie de continuer mon exploration du monde de la science-fiction et surtout ça m'a permis de constater encore une fois à quel point Obata est un génie du dessin et que ses dessins sont toujours aussi beaux, même si ça me fait toujours beaucoup sourire quand je lis une œuvre dans laquelle il dessine, parce que je retrouve toujours des similitudes entre les personnages que j'adore dans chacun de ses mangas. Donc à chaque fois il y a toujours un petit air, et c'est ce que j'apprécie beaucoup parce que ça crée une espèce de petit sentiment de nostalgie qui est assez agréable. Le grand chef-d'œuvre Slam Dunk, Takehiro Inoue, publié chez Kana. J'ai lu les tomes 7 au tome 10. Et pour moi c'est toujours un grand oui pour ce manga qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu. Je comprends vraiment l'engouement qu'il y a autour parce que c'est vraiment exceptionnel. Donc là j'avance petit à petit dans l'histoire de ce cher Sakuragi. Je fais la connaissance de nouveaux persos qui sont tous plus emblématiques les uns que les autres. Là typiquement c'était le match contre Kainan, donc j'ai rencontré le personnage de Maki qui est vraiment génialissime et ce manga c'est vraiment un coup de cœur. Je vous l'avais déjà dit qu'il faisait partie de mes top mangas découvertes de l'année 2021 et vraiment à ce jour, je pense que je n'ai pas encore vu. Alors vous allez me parler de Boichi, etc. mais Boichi, je sais jamais comment ça se dit, mais vraiment pour moi, Inoue, il est au-dessus de tout le monde niveau dessin. C'est un génie, ses dessins sont exceptionnels, chacune des planches est incroyable. Enfin, vraiment, on a l'impression de lire une œuvre d'art du début à la fin. Et c'est ce qui me fait aussi beaucoup rire dans ce manga, c'est que c'est en alternance avec les têtes de con de Sakuragi quand il est en mode love, et c'est trop drôle. Enfin, vraiment, c'est hyper bien dosé. Les persos sont hyper attachants, et c'est vraiment difficile d'en choisir un qu'on aime plus que les autres. Mais évidemment, j'ai ma petite préférence pour la personne de Ryota Miyagi. Et donc, vous voyez, je ne mens pas quand je vous dis que j'aime les petits teigneux hargneux dans les mangas, c'est toujours le même schéma. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à l'un de nos auditeurs qui en a parlé dans notre Discord en évoquant le terme de pattern, donc un schéma qui veut dire que je n'aime toujours que le même type de personne. Et effectivement, Ryota, il est pas très grand puisqu'il mesure 1m68. Comparé à ses comparses de l'équipe de basket, il est quand même relativement petit et je le trouve hyper mignon, j'adore ce personnage. Mais j'adore tous les autres aussi, donc en vrai, on va dire que je le préfère un tout petit peu plus que les autres. Je vais pas rentrer plus dans les détails en ce qui concerne Slam Dunk parce que je pense que de toute façon, je vais dédier un épisode entier à Slam Dunk quand j'aurai terminé, mais en tout cas ma lecture est toujours aussi passionnante, je suis toujours autant à fond et c'est ce que je disais l'autre jour à Val du podcast Y a-t-il un pilote dans le manga, c'est que je crois que c'est un des premiers mangas, alors maintenant ça me le fait avec les mangas un peu thriller, mais c'est le premier manga où vraiment j'ai l'impression d'y être, j'ai l'impression de vivre le match, je suis en suspense, je tourne les pages en me disant waouh il va se passer quoi, je suis dans la même excitation on va dire que les joueurs de basket quand ils sont en train de jouer leur match, donc vraiment toute l'atmosphère est là, couplée à ce dessin exceptionnel, enfin vraiment c'est Slam Dunk, mais tout le monde devrait lire Slam Dunk, c'est exceptionnel. Je pense que ça fera partie de mon top 5 manga ever quand je l'aurai terminé. Kingdom de Yasuhira Hara, aux
éditions Meillan et j'ai lu le tome 1. Alors ça c'est suite aux recommandations de Loïc donc du podcast de Case en Case, qui est au moins aussi relou avec Kingdom que je le suis avec Naruto. Donc j'ai enfin commencé ce Kingdom dont j'entendais parler depuis 100 ans et je dois avouer que je ne suis pas déçue et qu'effectivement c'est un excellent manga. Alors je suis pas encore complètement fan du dessin, je me suis pas encore complètement habituée. Alors il y a dessin et dessin. En fait je n'aime pas trop le chara-design des personnages puisque c'est des personnages dont le style change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir en fait en manga. C'est des personnages qui ont des traits très ronds, très grossiers, enfin un peu grossiers, et c'est en totale opposition aux décors qui eux sont ultra travaillés et qui sont ultra incroyables. Alors après Loïc m'a expliqué qu'effectivement le style de dessin change au fur et à mesure et s'améliore avec le temps évidemment. Donc voilà, j'attends de voir quelle va être la suite de l'évolution de ce dessin. En tout cas le perso principal, donc Shin, pour le coup lui il est très attachant dès le début de l'histoire et donc ça c'est quelque chose auquel je suis très sensible comme vous avez pu le comprendre. Il y a de l'émotion dès le premier tome. Alors après je sais pas si c'est vraiment de l'émotion ou si c'est juste moi qui suis une grosse chochotte et qui pleure pour un oui ou pour un non, genre vraiment la fille fragile. On sent effectivement que on va avoir affaire à un shonen assez typique puisque dès le début de l'histoire on a ces notions d'amitié, ces notions de dépassement de soi. On a aussi le contexte historique qui est très intéressant puisque l'histoire pour le coup se déroule en Chine et c'est donc à travers les yeux de Shin, le personnage, petit jeu de mots, qu'on va suivre en fait le parcours de Heisei qui finalement va devenir en fait l'unificateur de la Chine à terme. Donc il y a tout ce côté historique qui est quand même assez intéressant et qui est quand même bien mis en avant. Alors évidemment j'en suis qu'au début et je sais que j'ai plein de surprises exceptionnelles qui m'attendent, mais en tout cas c'est un univers que je connaissais pas du tout et du coup ça m'intéresse vraiment beaucoup et je suis très contente de pouvoir me plonger dedans. C'est un manga que je trouve très prometteur à mon niveau, c'est-à-dire que j'ai envie d'aller lire la suite. Au-delà de tout le bien que j'en ai entendu, vraiment j'ai accroché et donc j'ai hâte de découvrir la suite de l'histoire, même si je sais que c'était peut-être pas forcément la meilleure idée de me lancer dans un manga où il y a plus de 60 tomes. Voilà, j'en suis ravie. Denjin N de Kazu Inabe au dessin et de Yu Kuraishi au scénario. C'est chez Pika Édition du côté seinen et j'ai lu le tome 1 et le tome 2 et c'est vraiment un de mes très gros coups de cœur de ces dernières semaines et de mes dernières lectures. Clairement, je dois vous expliquer comment ça s'est passé. J'étais dans ma librairie, je l'avais dans les mains, j'étais en train de le feuilleter, donc je l'ai vraiment feuilleté je pense à peu près 4 secondes et demie. J'ai même pas eu le temps, j'ai juste eu le temps de me dire ah ça va, le dessin a l'air cool. Le libraire m'a sauté dessus en me disant est-ce que vous avez lu Death Note? Est-ce que vous avez aimé Death Note? Je l'ai regardé l'air de dire bah oui, concrètement ça fait partie de mes mangas préférés. Et du coup il m'a dit bah prenez ça va vous faire penser à Death Note et c'est parti mon kiki. Je suis repartie avec les 2 premiers tomes. La grosse chochotte slash flippette que je suis n'était pas forcément prête pour tout ce qu'il y avait dans ce manga parce que oui il y a des images qui sont bien gore dans cette histoire et grosso modo pour vous raconter l'histoire de manière très basique, c'est l'histoire de Natsu. Donc le Natsu c'est un gros loser, c'est vraiment le vieux mec qui vit chez sa mère à 30 ans, qui sert à rien et qui est complètement fan d'une idole d'un groupe de musique qui s'appelle Misaki, enfin la fille s'appelle Misaki. C'est un groupe de musique qui est pas très connu et qui galère un petit peu à se faire connaître. Et donc lui il est complètement fan de ça, il regarde dans sa chambre le soir avec son casque de réalité virtuelle des concerts de cette Misaki, il s'amuse à effacer tous les personnages pour être seul avec elle dans sa réalité virtuelle, etc. Et bref, suite à un accident complètement improbable justement avec son casque de réalité virtuelle, en fait il est en train de transpirer parce qu'il vit la scène à fond, il y a un court-circuit avec son casque, bref, ça pète et il se retrouve en fait de manière un peu improbable avec un nouveau pouvoir. Alors, il y a juste une chose que j'ai pas bien compris dans cette histoire, c'est qu'en fait, foncièrement, aux yeux du monde, il est mort, mais il est pas vraiment mort puisqu'il réussit finalement à, en fait, pénétrer dans n'importe quel système électrique au monde. C'est-à-dire qu'il peut rentrer aussi bien dans votre Switch que dans un lampadaire dehors que dans une centrale nucléaire. Et donc, avec ce nouveau pouvoir, il décide de se dire, voilà, moi j'ai une mission dans ma vie, je vais éliminer tous les obstacles qui empêchent la fameuse Misaki, donc la chanteuse, de devenir une grande star internationale, et il veut faire d'elle justement une star, et donc il va éliminer tout ce qui va se dresser devant elle, alors qu'elle n'a absolument rien demandé. Évidemment, il s'y prend de manière un petit peu douteuse, forcément, et donc ça entraîne de nombreux meurtres en série qui vont attirer l'attention de la police, bien sûr, qui vont commencer à se rendre compte qu'il se passe des choses un petit peu bizarres, et surtout de 2 enquêteurs privés qui sont assez particuliers. Donc avec ça, effectivement, on ne peut pas ne pas remarquer les clins d'œil qu'il y a à Death Note, donc ça va être aussi bien dans le déroulement de l'histoire, donc par exemple on va avoir ce personnage omnipotent, surpuissant, qui est capable de tuer des gens un peu en un clin d'œil, et on va avoir en face la police et des détectives de génie avec toujours cette question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, etc. Mais on va retrouver aussi l'influence de Death Note dans le dessin. Oui, alors je tiens à le dire parce que ce n'est pas que dans l'histoire, puisque les fameux donc détectives en question qui sont donc des jumeaux, ils ont emprunté à notre cher ami L ces fameuses grandes cernes légendaires qu'il a sous les yeux, puisque tous les deux sont très cernés dans l'histoire, et l'un des 2 personnages, je trouve, en fait, on dirait tout simplement L en blond, c'est-à-dire qu'il a un peu la même dégaine que lui quand il se déplace, et il lui ressemble vraiment beaucoup. Donc je pense que ce sont des clins d'œil très avérés à l'œuvre de Death Note. Forcément, du coup, j'ai adhéré à cette histoire, puisque vous connaissez tous ma passion pour Death Note. C'est
une série qui va être uniquement en 4 tomes, donc ça c'est plutôt chouette parce que ça va être une série courte, et je me demande vraiment comment ils vont réussir un peu à amener la fin de cette histoire et à développer la suite du scénario. Le dessin est incroyable, vraiment extraordinaire, c'est très très beau. Les scènes gore sont très choquantes. Vraiment. Encore une fois, je pense que je suis une flippette, mais c'est des scènes qui sont très dérangeantes, très malaisantes. Mais en fait, la qualité du trait est tellement exceptionnelle qu'on a beau être complètement apeuré, dégoûté, choqué de l'image, on peut pas s'empêcher quand même de la regarder et de se dire waouh, c'est quand même hyper beau, c'est quand même hyper bien fait. Donc voilà, moi j'ai vraiment apprécié malgré que je sois vraiment une grosse fragile, j'ai apprécié lire ce manga, j'ai dévoré les 2 tomes en une seule traite et j'ai très hâte de lire la suite et je vous le recommande vivement. Monster de Naoki Urasawa chez Big Kana, donc c'est une édition Ultimate intégrale et j'ai lu le tome 1. Pour rester dans les histoires policières, parce que forcément j'adore ça, et après avoir entendu parler de ma passion pour le bateau de Thésée, l'un de nos auditeurs, donc qui est sur notre Discord, petit coucou à Peyo, m'a recommandé le manga Monster, puisqu'il a compris que le bateau de Thésée j'avais adoré, que j'étais dans ce délire de thriller à fond, et donc il s'est dit tiens, Monster ça pourrait te plaire. Je me suis donc évidemment procuré les 2 énormes premiers tomes de cette édition, parce que c'est une édition qui est vraiment très grosse, c'est des tomes qui je crois coûtent une 15aine d'euros si je dis pas de bêtises, ils sont vraiment très gros, donc édition de luxe, très beau papier, mais ça pèse une blinde. Rapidement pour vous raconter l'histoire de Monster, c'est l'histoire de Kenzo Tenma. Kenzo Tenma c'est un jeune neurochirurgien japonais de génie qui vit à Düsseldorf. Tout le monde est complètement en admiration devant ses talents de neurochirurgien. C'est un monsieur un jeune homme qui est très doux, très attentionné, il est très apprécié de ses patients, il a vraiment le souci de sauver les gens et de se rendre utile. Il est promis vraiment un avenir brillant en neurochirurgie parce qu'il a des talents exceptionnels. Donc il sort avec la fille du directeur de l'hôpital. Donc le directeur de l'hôpital c'est un homme qui est très influent puisqu'on comprend vite que dans ce domaine il y a beaucoup d'histoires politiques finalement. Et donc il sort avec, il est fiancé à sa fille. Et un jour malheureusement ou pas, il décide de sauver. Donc dans son hôpital arrivent 2 blessés plus ou moins en même temps, l'un avant l'autre. Et il y a un jeune garçon et sa sœur jumelle. Donc ce jeune garçon est blessé par balle à la tête, c'est vraiment une blessure très grave. Et en parallèle, il y a aussi le maire de la ville qui arrive à ce moment-là. Sauf que Tenma décide de sauver le petit garçon parce que c'est une opération qui est beaucoup plus difficile que celle du maire qu'il cède à un de ses collègues. Même si pour le coup, le directeur de l'hôpital avait expressément demandé à ce que ce soit lui qui opère le maire, mais il se dit non mais si je les laisse faire, le petit garçon il va mourir parce qu'ils vont pas s'en sortir. Donc je vais m'occuper du petit garçon. Et en fait, il va s'occuper de ce petit garçon, il va le sauver, sauf qu'entre-temps, le maire qui a été soigné par un de ses collègues va mourir, et à cause de ça, le docteur Tenma va voir sa vie s'effondrer petit à petit devant lui. Donc il est rétrogradé de poste, le directeur de l'hôpital qui le vénérait, qui avait une admiration et qui lui promettait monts et merveilles, le rétrograde. Sa compagne, donc la fille de ce fameux directeur, le quitte en lui disant en gros tu sers à rien. Donc elle déjà on l'aime pas trop parce qu'on sent la fille vénale et intéressée de ouf. Donc salut, on était bien content qu'elle s'en aille. Et en fait, suite à ça, donc, ah oui en plus les 2 enfants, donc le petit garçon qui l'a sauvé et sa sœur jumelle disparaissent mystérieusement de l'hôpital. Et suite à ça en fait, il y a une série de meurtres qui intervient et donc il se passe plein de choses très étranges. Ensuite, on se retrouve quelques années plus tard, donc il y a des meurtres en série toujours sur le même schéma qui se reproduisent. Et le docteur Tenma finalement va enquêter un petit peu et il va se rendre compte avec vraiment horreur, désespoir, effroi, tout ce que vous voulez, que l'assassin qui perpétue ces meurtres est en fait le petit Johan, donc le petit garçon qu'il avait sauvé. Enfin du coup il est plus petit maintenant, il est devenu un jeune adulte, mais c'est ce petit garçon qui l'a sauvé qui est devenu le mal incarné. Et donc ça va raconter vraiment l'histoire de la traque de ce personnage et de ce jeu du chat et de la souris entre le docteur, parce que le Johan finalement il est assez reconnaissant au docteur de l'avoir sauvé, donc on comprend assez vite qu'il a pas spécialement envie de le tuer, mais voilà, il y a toute une histoire de chasse à l'homme qui est hyper prenante. Moi personnellement j'ai lu que le premier tome pour l'instant, mais j'ai été tenue en haleine de malade du début à la fin, c'est-à-dire que j'ai commencé à lire le manga, il était assez tard le soir et j'ai tout lu, je me suis couchée hyper tard que j'avais absolument envie de lire. Je me suis dit ne t'enflamme pas, ne commence pas le tome 2 alors qu'il est déjà 1h du mat, donc je l'ai pas encore lu, mais j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le dévorer rapidement. Mais en tout cas vraiment c'est moi qui suis très friande de tout ce qui concerne les thrillers, les histoires policières, etc. machin, vraiment, vous pouvez pas me recommander mieux, j'ai adoré ce manga. En ce qui concerne le dessin, je trouve que le dessin de Urasawa est assez particulier parce que en fait on dirait pas vraiment du manga, on a limite l'impression de lire une BD en fait, c'est quand même très différent de ce qu'on a l'habitude de voir en manga, et pour le coup ça se rapproche beaucoup plus du côté on va dire réaliste que peut avoir le seinen de manière générale, par rapport à du shonen où les personnages sont un petit peu plus caricaturés. J'ai appris que pour Monster il y avait un animé qui est dispo entre autres sur ADN, la plateforme de streaming de manga, et je pense que je vais aller y jeter un petit œil. Alors j'ai peur de me lancer dans l'animé parce que je me dis si je suis trop à fond je vais vouloir continuer et je vais le privilégier au manga, alors que j'aime toujours plus lire que de regarder l'animé, mais j'irai quand même voir ce que ça donne pour voir comment ils l'ont adapté
adapté parce que j'ai l'impression qu'il est pas trop mal fait. Donc Monster, c'est vraiment le deuxième coup de cœur après Denjin N de mes lectures un peu récentes. Criminel Fiançailles chez Pika Édition. Alors là, je suis désolée, j'ai pas l'auteur en tête tout de suite et je n'ai pas le manga sous les yeux. C'est la dernière sortie donc de chez Pika et en fait, j'ai entendu parler de ce manga complètement par hasard sur un post Instagram pour être très honnête. Et ensuite, je l'ai vu dans les mains de ces gens qu'on appelle les influenceurs sur Instagram et je me suis dit tiens. Alors, je vous arrête tout de suite. En fait, quand je l'ai vu dans les mains de l'influenceur, je l'avais déjà commandé. Donc, commencez pas à me dire nan, t'es trop influençable, patati patata, puisque déjà, je suis complètement influencée par mes chers collègues podcasteurs du Discord, enfin de notre collectif, donc je ne vais pas en plus me rajouter des gens qui m'influencent en plus. Donc non, je n'ai pas cédé à la propagande des influenceurs, j'ai cédé aux suggestions de mes chers collègues. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous n'êtes toujours pas sur notre Discord, je sais pas trop ce que vous attendez parce que vraiment, on s'amuse trop, c'est très cool, on parle de plein de choses et c'est vraiment sympa, il y a une très bonne ambiance, donc Venez sur notre Discord. Criminel Fiançailles. Alors Criminel Fiançailles, de quoi ça parle? Et bah ça parle de Yoshino. Yoshino, c'est la petite fille d'un des boss des Yakuza à Osaka. Elle a été élevée toute sa vie au sein d'un clan de Yakuza. C'est une éducation qui du coup l'a bien forgée. C'est une nana qui a un sacré caractère, mais qui l'a pas empêché d'avoir une vie assez tranquille finalement. Jusqu'au moment où son grand-père, alors son grand-père dans le manga on a l'impression qu'il a 30 ans, donc on capte pas que c'est son grand-père jusqu'au moment où il dit que c'est son grand-père. Il décide de la fiancer avec Kirishima. Kirishima qui est le petit-fils d'un autre clan Yakuza de Tokyo, pour pouvoir réunir les familles, faire la paix, etc. Tout ça. Yoshino, elle se retrouve embarquée dans ses fiançailles un petit peu arrangées. Donc elle accepte d'aller vivre à Tokyo et de rencontrer le fameux Kirishima. Et en fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce mec-là, il est complètement taré. Enfin vraiment, il est hyper bizarre. Il est à la limite de la schizophrénie. Et donc moi, j'ai adoré ce titre parce qu'en fait, on s'attend pas du tout à ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est un titre qui est hyper cru. Il y a des trucs parfois, on se dit waouh, quand même. Et il y a zéro filtre dans l'histoire. Ça rend le manga hyper marrant, hyper léger et surtout hyper inattendu parce qu'en fait, il y a des scènes où vraiment, on s'attend pas du tout à ce qui va se passer. Pour une fois, la perso principale, c'est pas une nunuche débile là, et elle a du caractère, elle se laisse pas faire, elle se retrouve face au Yakuza, tout ça. N'importe quoi. Elle se retrouve face au Yakuza, à des gens qui vraiment pèsent dans le game, mais elle est là, elle s'affirme quand même. Et le Kirishima en question, mais lui, il est complètement taré, vraiment, le gars est imprévisible, il est à la limite, je vous dis, de la schizophrénie, et du coup, ça donne lieu à des scènes complètement improbables, mais ultra drôles. Et pendant toute la lecture, j'étais vraiment partagée entre le côté, mais what? Genre, vraiment, il se passe ça? Et les fous rires, parce que vraiment, il y a des scènes hyper drôles. Donc, j'ai vraiment passé un très bon moment, je trouve que le tome est passé super vite, et j'étais un petit peu déçue d'ailleurs que ça s'arrête à la fin. Et j'attends le prochain tome du coup avec beaucoup d'impatience. En ce qui concerne le dessin, et bah j'ai pas du tout aimé. Genre vraiment je trouve que c'est un dessin qui est hyper simpliste, qui est pas du tout travaillé pour ce qu'on va attendre d'un seinen, enfin ce que je vais attendre d'un seinen plutôt. Mais finalement j'ai fait abstraction du dessin qui me plaisait pas plus que ça parce que l'histoire est tellement cool et tellement drôle qu'au final on oublie un peu le style de dessin et qui je pense pour le coup peut plaire à d'autres personnes. Mais c'est vrai que moi c'est un style de dessin auquel je ne suis pas du tout sensible. En tout cas vraiment lisez-le parce que c'est très drôle et je pense que la suite nous réserve plein de surprises. Donc voilà, ça c'était pour les mangas que j'ai lus récemment, et là je vais vous parler rapidement des mangas qui m'attendent. Donc comme j'en avais déjà parlé dans ma wishlist de 2022, il y a deux grands titres que j'ai hâte de lire, c'est The Killer Inside, qui est aussi un thriller, qui est en plusieurs tomes, et je crois qu'il n'est pas terminé d'ailleurs, qui m'a été recommandé par Loïc, et le fameux Hikaru, alors je le dis bien parce que j'ai tendance à échanger les lettres et à dire Hiraku, donc c'est Hikaru no Go, donc ce fameux manga qui est également dessiné par Obata, et oui, encore lui, désolé. Donc ceux-là, ils sont toujours dans ma pile à lire, et j'attends de les lire avec impatience. Mais il y en a quelques autres qui se sont rajoutés. Donc on va commencer par Orimiya. Orimiya, il y a 2 tomes qui sont sortis. C'est sorti aux éditions Nobinobi. Et rapidement, pour vous résumer l'histoire, c'est l'histoire de Kyoko, qui est une lycéenne brillante et populaire, qui constate que son camarade de classe, Izumi Miyamura, qui en fait est un garçon un peu lugubre, et est censé être un otaku, puisqu'il faut savoir qu'au Japon, les otaku n'ont pas du tout la même réputation qu'en Occident, en Europe. C'est pas du tout bien vu d'être un otaku, alors que chez nous, c'est un peu stylé. Et en fait, ils vont se rendre compte que en dehors de l'école, ils sont complètement différents des personnes de ce qu'ils transmettent aux autres quand ils sont à l'extérieur. Donc Ori, en fait, elle est très casanière, elle s'occupe très simplement quand elle est chez elle, elle s'habille très simplement alors que c'est quelqu'un de très populaire à l'école. Et pour le coup, elle a un jeune frère, un jour il est blessé, son frère, donc il s'appelle Sota, et il est aidé par un inconnu qui a plein de piercings, et elle se rend compte que finalement cet inconnu qui est un peu stylé, qui est un peu fashion, c'est Miyamura, donc son camarade de classe. Et donc les deux se rendent compte qu'en fait ils sont complètement différents de l'image qu'ils renvoient en classe, et ils décident chacun de garder le secret de l'autre, et je pense qu'il y a plein d'aventures qui nous attendent. Les 2 premiers tomes sont sortis en même temps. Et voilà, je pense que c'est une histoire qui est très sympa, donc j'ai hâte de la lire.
Ensuite on a My Home Hero, donc ça m'a été recommandé par Max de PCF Manga, et c'est aussi une histoire un peu thriller. C'est l'histoire de Tetsuo qui est donc un modeste père de famille qui se passionne pour les romans policiers, et il découvre un jour en fait que sa fille se fait battre par son copain, et du coup il décide de retrouver le copain en question, de le suivre, et il s'avère qu'en fait il va commettre un crime parce que je crois qu'il va tuer le copain en question, et pour le bien de sa fille, et ce cher papa va décider de lutter contre tout ce qui va lui arriver. Donc ça me parle beaucoup, c'est chez Kurokawa, et j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à avoir un coffret avec les 3 premiers tomes, donc pareil, je pense que je vais me ruer dessus et je vais les lire avec beaucoup d'attention. Et le dernier, c'est Jusqu'à ce que nos os pourrissent. Alors je trouve que ce titre est absolument horrible, mais l'histoire a l'air vraiment sympa et les dessins ont l'air d'être très beaux. C'est chez Pika Édition dans la catégorie seinen, et c'est l'été de leurs 11 ans, 5 amis d'enfance commettent un meurtre et enterrent le corps au fond d'une grotte. Ça commence bien. Depuis, ils se réunissent chaque année pour se remémorer leurs crimes et renouveler leur serment d'amitié. Sauf que, l'année de leurs 16 ans, tout ne se passe pas du tout comme prévu, le corps en question a disparu et un maître chanteur menace de révéler leur secret, donc la peur et la suspicion s'immiscent entre le groupe d'amis. C'est marrant parce que là, dit comme ça me fait penser à une série qui était très à la mode il y a quelques années, plutôt une série un peu girly, qui s'appelait Pretty Little Liars, et qui racontait l'histoire de 4 copines qui étaient persuadées que l'une de leurs copines était morte, et recevaient en fait des messages de quelqu'un qui se faisait passer pour cette personne-là, ou du moins elle pensait que c'était cette personne-là. Donc voilà, c'est un peu dans le même esprit. C'est les prochaines lectures qui vont se rajouter à ce que j'ai déjà. J'espère en tout cas que ce nouveau format d'épisode vous plaît, que je vous tienne un petit peu à jour de ce que j'ai lu, de ce que je suis en train de lire, de ce qui est en cours, de ce qui se rajoute au fur et à mesure dans ma pile à lire, et peut-être, avec un peu de chance, vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas, même si j'en doute, ou sinon tout simplement vous faire redécouvrir des choses que vous avez déjà lues. Merci pour ton écoute et comme toujours, j'espère que cet épisode t'a plu. J'écris, j'enregistre et je monte chacun de mes épisodes moi-même pour mon plus grand plaisir et j'espère évidemment aussi pour le tien. N'hésite pas non plus à me mettre des petites étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Pour moi, c'est un vrai plaisir de les lire et surtout, c'est un vrai encouragement. N'oublie pas non plus que le podcast fait désormais partie du collectif des podcasteurs d'histoire à bulles et d'imaginaire qui est composé de 7 autres podcasts. Évidemment, il y a beaucoup de podcasts manga, mais il y a aussi de la BD, du comics, de la littérature imaginaire, donc fantastique, fantasy et même de la science-fiction. Alors surtout, n'hésite pas à nous rejoindre sur notre Discord si tu veux échanger avec nous. On sera ravis de t'accueillir parmi cette joyeuse bande de fous. À vendredi pour un prochain épisode.